Bonjour Mélina, comment tu vas? Bonjour Robin, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, Aujourd'hui, merci à toi. on va beaucoup parler un peu des réalités du terrain, du monde Mhm. de la démarche entrepreneuriale en général, tout ce qui est création de projets et tout. Et on essaie un peu d'insister sur tout ce qui est frustration, gestion des frustrations. Ok, Donc, avant de commencer, on a coutume de faire un petit tour de table où on se présente brièvement. Donc, je vais te laisser t'introduire. ok. Moi, je m'appelle Mélina, j'ai bientôt 31 ans et je suis assistante de gestion, donc dans le domaine administratif, comptable, un petit peu de commercial, voilà, communication, choses comme ça. Voilà, je sais pas si je peux te dire autre chose. Pour l'instant, si, peut-être qui va aider pour le sujet. Actuellement, je suis en CDI, je suis en salariat, je suis plus à mon compte. Ok, ça marche. Moi, c'est Aubin Edo, 33 ans, bientôt 34. Et je suis cofondateur de Gashman. Donc, concrètement, le but de Gashman, c'est d'aider les gens à se rendre compte que la force mentale est la clé de tout pour résister aux frustrations. Donc, d'apprendre à avoir morale de fer. Mhm. Et du coup, pour ce faire, on a pour vision d'apprendre aux gens à se développer intérieurement en fonction de leurs spécificités, en mettant en réseau, on va dire, des thérapeutes ou des professionnels, bref, des gens qui sont déjà passés par certaines expériences de vie, en relation avec des gens qui sont plutôt intéressés par la performance. Donc, Mhm. typiquement, les entrepreneurs, tous ces gens-là, c'est les gens qui sont intéressés par la performance, mais les thérapeutes, eux, sont dans le bien-être. Et eux, en fait, ils viennent diffuser une énergie qui est plus dans le plaisir, dans la santé mentale, dans tout ça, pour qu'on puisse tenir sur la longueur. Ok, Et donc, c'est un peu ça l'objectif. Du coup, on va aller dans le vif du sujet avec la première question. let's go. On avait beaucoup discuté d'un projet de création d'entreprise que tu as déjà essayé de faire, Mhm. associé. Et du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'avait motivé à le faire? À lancer mon entreprise. Ouais. Euh, je pense que la première raison, c'était l'idée de créer quelque chose soi-même, en fait. De se créer son propre emploi, de se créer sa valeur, de se créer ouais, son activité, son revenu, d'être son propre créateur, quoi. En fait, je pense que ça, c'était la première raison. OK. Ensuite, il y a tout ce qui est un peu plus terre à terre, gagner son propre argent, être un peu plus libre. Euh, L'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat en disant qu'on peut gérer notre emploi du temps nous-mêmes, que c'est plus souple, etc. Voilà, ça vient en second. Mais je pense que le premier, c'est vraiment de créer moi-même et être fière du travail que je fais, quoi. Mhm. J'aime bien quand tu as rigolé en disant l'idée qu'on se fait de l'entrepreneuriat. Comme quoi, c'est une illusion. Oui, non, ça peut ne pas être une illusion, mais disons que c'est sur les réseaux et autres, c'est beaucoup mis en avant. Beaucoup mis en avant et parfois peut-être dans l'exagération, en fait. Mhm. Donc, c'est à nuancer, on va dire. Oui, oui, clairement. Ça, c'est clairement nuancé. Et surtout que un ami me disait une fois, quand tu es salarié, tu as un seul patron. Quand tu te mets à ton compte, tu as plusieurs patrons. Exactement. Tes clients sont tes patrons, tes gens de ton équipe sont tes patrons. En fait, mais ça, il faut être dedans pour s'en rendre compte à quel point c'est impactant. Oui, oui, Donc, c'est ça. Et je dirais même que l'État est ton premier patron. oui, oui, ça c'est clair. Lui, il est tout présent. Ça, on ne compte plus. On suppose que il est présent. Il te demande même pas ton avis. De toute façon, tu vas l'être. Non, 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 non. Et c'est clair. Et puis, et surtout, ça peut être aussi frustrant parce que quand tu te lances, quand ça devient dur, en tout cas, quand cette sensation que tu avais de liberté, finalement, tu te trouves un peu en prison parce que soit il y a beaucoup Mhm. de travail, soit il y a beaucoup de demandes. Et surtout au début, tu vois, quand tu démarres, Mhm. voilà, tu peux voir ça comme étant frustrant, comme si on t'avait un peu entubé.
Parce Mhm. que tu as bien dit, on le dit sur les réseaux, dans l'information, on te vend un peu le côté bling bling. Oui, c'est ça, c'est de la publicité mensongère. Enfin, c'est le ressenti que toi tu as quand tu te trouves face aux premières difficultés, en fait. euh, Que c'était pas comme ça, c'était pas comme ça. C'est pas ça que c'est Mhm. pas pour ça que j'ai signé, quoi. C'est ça, exactement. On m'avait pas dit tout ça. Eh oui, en tout cas. Bon, je dirais que tout c'est quand même partiellement vrai parce que voilà, tu vas quand même avoir la liberté de peut-être pas, tu vas peut-être bosser plus, mais tu vas peut-être pouvoir te prendre, je sais pas, un petit repos le lundi, par exemple, si tu veux, une après-midi. Oui, oui, c'est pour ça que moi je te disais, ça peut être vrai, mais c'est à nuancer. Par D'accord. exemple, si je prends mon cas, moi j'avais, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai gardé mon CDI à mi-temps à côté. Et bon, je suis maman aussi, et du coup, j'ai toujours voulu mettre en priorité ma vie de maman aussi, quoi. Donc, Mhm. du coup, s'il y avait besoin pour mon enfant ou pour l'école ou pour les rendez-vous ou autre, j'étais quand même en capacité de me dire que c'était ça la priorité et que je pouvais me dégager du temps. Donc, oui, dans ce cas-là, on est plus libre que si on a un patron à qui on doit demander une après-midi de RTT pour un rendez-vous, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Et sur quoi peut-être la création d'entreprise, en fait? Comment? Tu as dit, jusqu'à présent, tu as parlé de la création d'entreprise, mais c'était quoi l'objet, c'était quoi le service que tu offrais dans cette entreprise? J'étais assistante de gestion, mais à mon compte, en fait. Donc, D'accord. je faisais des prestations surtout administratives, l'assistanat de comptabilité, choses comme ça, où on prépare les pièces pour les comptables. Pour tout le On monde a, ou on a bien pour un secteur en particulier? Non, on a surtout travaillé pour les professionnels. On était ouvert aussi aux particuliers, dans l'aide administrative, etc. Mais surtout les professionnels. Et après, nous, on avait une spécialisation où on a beaucoup travaillé dans le monde du bâtiment. Donc, on a surtout travaillé voilà, avec des artisans, etc. Mhm. D'accord. OK. Et donc, du coup, passer un peu cet engouement de début où tu as la niaque d'aller tout défoncer Mhm. ton entreprise, c'est quoi les frustrations que tu as? On va dire, quelles sont les trois ou cinq frustrations que tu as vécues qui t'ont vraiment touché dans le vif une fois que tu Ouais. es sur le terrain? Moi, je dirais qu'il y en a, alors il y en a une, c'était surtout lié à notre modèle à nous, puisqu'avec mon associé, on avait toutes les deux un CDI à mi-temps à côté. Et en fait, nous, on s'était dit, en s'installant, en gardant cette sécurité, on s'était dit, bah, ça sera plus facile, on aura quand même une béquille, ça fait entre guillemets moins peur de s'installer, etc. Et en fait, dès les premiers mois, on a vu que c'était plus handicapant qu'autre chose pour nous, parce qu'on avait le temps alloué à notre CDI qui pouvait pas être bougé, quoi. Donc c'était la frustration de finalement, on s'engage dans quelque chose pour avoir plus de liberté, mais on a encore, entre guillemets, ce boulet au pied de l'autre côté. Et du coup, bah, tout ce qui était prospection, le client, s'il a besoin de toi, là maintenant tout de suite, bah, tu peux pas forcément répondre au pied levé. Et du coup, tu es obligé d'aménager ton emploi du temps, de faire patienter le client, etc. Ça a été la première frustration, je pense, moi, de mon côté. Mhm. Euh, après, En gros, du coup, c'était le fait de pas forcément être disponible selon les capacités même ou les opportunités pour faire évoluer l'activité. Parce oui, c'est que- ça. Mhm. C'est ça, parce que du coup, enfin, moi, j'ai d'autres amis ou d'autres connaissances qui ont lancé des projets aussi sur ces dernières années. Et certaines ont plutôt privilégié de quitter leur emploi, quitte à compter sur le pôle emploi, sur le chômage, pendant 1 ou 2 ans, réduire un peu son train de vie, etc. Mais au moins d'avoir un emploi du temps 100% consacré à ton projet. Et ça, c'est vrai que si c'était à refaire, c'est quelque chose que je ferais peut-être pas, euh, je ferais peut-être pas la même chose que ce que j'ai fait. Je pense que ça a été rassurant d'un côté, mais en fait, c'était hyper frustrant parce que
voilà, comme tu dis, on pouvait pas faire développer l'entreprise comme on voulait, prospecter, faire des démarches autres, même sans prospection, mais au niveau commercial pour nous, au niveau, je dirais des trucs bêtes, mais par exemple, si le webmaster il a un problème sur notre site internet ou autre, et on travaille pour notre patron à ce moment-là, on n'est pas dispo, on peut pas forcément réagir sur le vif, quoi. Oui, Donc voilà. ouais. C'est un compromis assez délicat, en fait, parce que Mm. quelque part aussi, même si vous aviez cette flexibilité, vous auriez peut-être eu le stress des finances et tout ce qui va avec. Donc, c'est une question de quel genre de stress qu'on choisit, en fait. Oui, c'est ça. Je Mm, suis mm, passé par là. Par moi, même, tu vois, par moi, tu peux être en entreprise et tu te lances sur une activité secondaire. mm. En fait, tu finis par te rendre compte il y a quelque chose que tu vas sacrifier. Peut-être tu vas sacrifier tes soirées, soit tu vas sacrifier les week-ends, mais tu vas tout être dans cet entre-deux-là où justement tu vas travailler plus et même tu te rends bien compte que tu veux même faire plus, mieux, mais tu peux pas. Mhm. Tu peux pas. À moins de lâcher, comme tu peux pas lâcher ta sécurité, ben, tu subis en fait parce que au-delà même du temps, c'est beaucoup psychologique. Parce que tu le vis Oui, comme un emprisonnement. oui, c'est ça. C'est ça. Après, je sais pas si c'est beaucoup plus présent dans les domaines du service comme nous. Parce que je me dis que peut-être que si c'est plus ou si tu vends un produit et que tu démarres à côté d'une activité, tu peux toujours consacrer tes soirées, tes nuits, tes vacances, tes week-ends. Si tu as le produit chez toi, travailler en bac chez toi, il n'y a pas de souci, tu vois. Que Mhm. le service, tu as le client en face, il faut que tu te déplaces, ou même avec le télétravail, il faut que tu sois là en direct. Donc, je pense que c'est peut-être plus présent dans les métiers du service, Mhm. mais ça reste que c'est un compromis où ça fait partie de cette dose de risque quand tu entreprends, je pense. Ça fait partie des données où il faut que tu saches avant, au moment où tu prépares ton projet, quel risque tu es prêt à prendre et ton temps et ta sécurité financière en font partie, quoi. Mhm. Donc après, à voir ce que toi, tu peux engager ou non au moment de ton projet. Mhm. Ok. Ok, ben, du coup, la deuxième frustration, c'était quoi? La deuxième, pour moi, je pense que ça a été le fait de travailler associé, le fait de travailler à deux. Mhm. Nous, on s'est installé avec une amie parce qu'on a fait les mêmes études, on s'est connus d'ailleurs pendant nos études, etc. Et, euh, et tout de suite, notre projet, nous, notre vision, c'était d'assembler nos forces. Puisqu'on était assez complémentaires sur nos compétences, bien qu'on ait le même diplôme, ça reste qu'on a des compétences différentes. L'une est plus relationnelle, l'autre est peut-être plus chiffres, comptabilité, etc. Donc, on se complétait parfaitement. Et donc, c'est sur ces bases-là qu'on a voulu créer notre structure. Donc, c'est très bien. C'est le fait d'être complémentaire et on allie toutes nos forces. Donc, ça veut dire qu'on allie aussi nos carnets d'adresses, on allie ouais, tous nos contacts, etc. C'est des points très forts, mais ça peut aussi nous porter préjudice dans le sens où si on n'est pas parfaitement aligné sur ce qu'on est aujourd'hui et sur là où on veut aller, nos ambitions, nos objectifs, etc., ça peut pas fonctionner. Mhm. Et moi, ça a été l'une de mes frustrations parce que même si on pensait la même chose et si on avait plus ou moins la même vision, au fur et à mesure des mois, on s'est rendu compte qu'il y a certaines choses, euh, certains process ou certaines méthodes de faire avec les clients ou autres, où on avait une vision différente. C'est pas que l'une avait une vision meilleure que l'autre, mais on voyait pas les choses de la même manière. Et donc, je pense que le fait de s'associer, c'est,
c'est quelque chose de très, très sensible, je pense, en entrepreneuriat. Je pense que si tu veux t'associer, il faut que ce soit avec quelqu'un, genre que tu connais depuis toujours et avec qui tu es vraiment d'accord sur, on va dire, 95% du projet, quoi. Tu peux avoir des désaccords, mais comme j'aime bien dire, il vaut mieux être d'accord sur sur ces désaccords. Mhm. Mhm. À partir du moment où on sait qu'on n'a pas les mêmes visions sur certains points de l'entreprise, eh ben, il n'y a pas de souci, on peut compiler avec, on peut combiner, etc. Mais quand au début, on pense que c'est tout beau, tout rose, que moi, je vais prendre par exemple notre cas, notre expert comptable, par exemple, il était totalement fou dans le projet, il était ouais, c'est super les filles ce que vous faites, da. Mais personne nous a alertés ou nous a dit attention, vous êtes deux, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez la même chose? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez dans la même direction? Etc., etc. Donc je pense que ça a été la deuxième plus grosse frustration pour moi. Mais quand tu dis frustration d'être associé, concrètement, ça s'est manifesté comment? Ça s'est manifesté comment? Alors, Est-ce que tu as un euh, exemple de désaccord? Est-ce que tu as un exemple de moment de couac? Est-ce que tu as un moment de prise de tête? oui, parce que par exemple, je te prends une petite anecdote. Moi, étant maman, mon associé n'était pas maman à ce moment-là. Forcément, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes priorités, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu péjoratif pour la personne en face, mais de fait, on n'a pas le même quotidien. Donc, en comptant ça, le fait que moi, je sois maman, le fait qu'on ait toutes les deux nos CDI à côté, on avait chacune des priorités et des contraintes différentes. Donc, il est arrivé un moment donné où on a voulu commencer à faire un petit peu de contenu sur Instagram, juste pour expliquer notre métier et expliquer que dans notre métier, c'était possible d'être à son compte voilà, expliquer ce qu'on faisait, dans quel cadre on le faisait, comment, etc. Donc, on a commencé à créer un petit peu de contenu. Et à ce moment-là, mon associé était clairement beaucoup plus doué que moi dans tout ce domaine-là, dans tout ce qui était visuel, programmation, publication, etc., etc. Donc, on s'est dit, bah, si tu veux, on travaille ensemble sur le Ah, contenu, vraiment. on a un invité. Ah bon? Oui, comme j'ai mis le lien sur l'événement LinkedIn, donc je pense qu'il a trouvé. Bonjour Thomas. Thomas, tu nous entends? Ah, oh, ça, c'est le direct. Allô, bonjour Thomas. Bon, continuons, hein, je pense que peut-être il va se manifester après, mais j'ai mis le lien sur LinkedIn, donc c'est peut-être pour que Mhm. si quelqu'un est intéressé par Ok. l'événement, qu'il puisse. Vous m'entendez ou Ok. pas? Ah, là, on t'entend. Oui. Oui. Ok, parce que j'étais dans un endroit où il y avait un peu de bruit, donc c'est pour ça. Ok. Ah, Ok. d'accord. Ben, merci. Quand t'es arrivé, en fait, on ne savait pas trop C'est les on aléas du t'entendait direct. pas. On avait déjà lancé. Ok, Ok. c'est les aléas du direct, alors on va dire ça. Ouais. C'est ça. Méline était en train de nous expliquer concrètement une des frustrations qu'elle a eues dans le cadre de la création d'entreprise. Donc, je vais la laisser continuer. D'accord. Du coup, je sais plus où j'en étais rendue. En fait, puisque je te demandais Oui, un la exemple de création prise de de tête. contenu, la création Voilà. de contenu, exact. Voilà. Du coup, on s'est mis d'accord sur le fait que, comme moi, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'écrit, moi, j'allais produire un peu tout ce qui était vraiment le travail de fond, quoi, le contenu. Après, on le retravaille ensemble et elle elle se chargeait de la publication, etc. Et en fait, il est arrivé une situation où, bah, un soir, c'était à moi de gérer l'une des publications. Et, euh, et puis, bah, mon fils a eu besoin de moi.
il n'était pas très bien, un peu malade, etc. Et donc, j'ai écrit à mon associé et je lui ai dit, bah, écoute, on va repousser un peu parce il faut que je m'occupe, il faut que je m'occupe de mon fils, quoi. Et ça a créé un petit moment de tension parce qu'on était dans le jus au niveau de l'entreprise. Notre client principal commençait à nous montrer des signes de lassitude, j'ai envie de m'en aller, quoi. Et le fait qu'on ait du mal à prospecter, etc. Bref, il y avait une petite tension déjà latente. Et donc, ça a créé un peu de frustration, je pense, chez mon associé. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à se révéler un peu, où elle n'a pas compris en fait le fait que je fasse passer mon fils avant la fameuse publication qu'on avait à faire. Donc voilà, c'est un exemple de choses où si on n'est pas raccord et si on communique pas avant sur ce qui sont nos priorités et jusqu'où on est capable d'aller et ce qu'on doit faire, ça peut poser problème, quoi. Donc là, ça s'est présenté vraiment sur quelque chose de très, je dirais, de très ponctuel et c'était pas avec un client ou autre, c'était une publication. Donc, entre guillemets, la publication, on la faisait le lendemain et il n'y avait pas trop de soucis. Mais sur une entreprise où il y a beaucoup plus d'activités et si c'est sur une tâche qui est prépondérante pour l'entreprise, ça peut vraiment poser problème dans l'entente entre associés, pardon. Là, en fait, ce que je retiens, c'est plutôt le climat, tu vois. C'est-à-dire, le contenu, en fait, n'est pas tant le problème, c'est juste que c'est la goutte d'eau. Oui. Et Mhm. donc, il y avait déjà un climat, si je comprends bien, et si je voulais du coup un peu zoomer là-dessus. Ça se passait comment en termes de clientèle? Est-ce que vous aviez déjà des clients? Comment est-ce que vous... Voilà. Parce que tu vois, il y a souvent ce moment-là, quand il n'y a pas des résultats, ben, c'est un peu la première désillusion qu'on va. Et du coup, Mhm. il y a des gens qui réagissent différemment. Il y a des gens qui peuvent paniquer, d'autres qui critiquent, d'autres qui... Voilà. Comment est-ce que vous Mhm. avez managé cette étape-là? Mais justement, comme tu dis, c'est arrivé à ce moment-là où en fait, nous, si tu veux, notre client principal, on l'a eu avant d'être installé. En fait, on nous a sollicité avant et donc on a fait toutes les démarches, on a fait les statuts, etc. Et on a même commencé à travailler avant d'être immatriculé. Et ce qui est tout à fait possible d'ailleurs, il faut le dire aux gens. La plupart des gens ne le savent pas, mais c'est tout à fait possible. Et donc, on avait ce client principal et qui nous prenait quand même beaucoup de temps. C'était mon associé justement qui intervenait sur place et ça lui prenait quasiment un mi-temps chez le client. Donc, c'était notre source d'activité principale. Et là où est notre erreur, bien qu'on en était consciente dès le début, c'est qu'il ne faut jamais compter que sur un seul client et que c'est quand tu as ton client qu'il faut que tu prospectes. Et c'est là où était notre problème à nous, puisqu'on n'arrivait pas à se dégager du temps pour prospecter suffisamment. Donc, on avait ce client-là et on a eu un ou deux particuliers à côté comme ça sur des émissions ponctuelles. Mais alors, en soi, tant qu'on avait le client, ça fonctionnait. Vu que nous, société de service, on avait zéro charge, hormis nos frais de fonctionnement, le site internet, le comptable, etc. Mais sinon, on avait zéro charge. Donc, si tu veux, notre client principal nous suffisait. Sauf que au bout de 6-8 mois, quand le client, on est arrivé au terme plus ou moins de la mission qu'on s'était fixée, au début, il nous avait dit qu'il voulait continuer, etc. Et bref, ça s'est tari un peu. Et au final, il nous a fait comprendre que on gardait la lettre de mission qui était en cours et ensuite on arrêterait. Et c'est là que on savait qu'il nous restait 3 mois en gros, donc, je crois quelque chose comme ça. Et le souci est que justement, avec nos activités à côté, moi, mon fils, etc., on n'avait pas de temps à se dégager pour la prospection. Et je pense la désillusion a fait que on n'avait plus la volonté non plus, du moins plus la motivation et la discipline pour le faire, quoi. OK. Mais du coup, comment est-ce que tu gères concrètement cette frustration, tu vois? Comment est-ce que toi, quand Mhm. l'événement arrive et que, voilà, émotionnellement, c'est désagréable,
C'est quoi que tu as? Est-ce que tu as un protocole? Comment tu arrives à faire ça, à te maintenir dans un climat un peu sain mentalement? Mhm. Ben, moi, sur le moment, j'avais pas encore tous les outils que j'ai aujourd'hui pour gérer un peu émotionnellement, on va dire. Euh, Ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai essayé de me concentrer un peu plus sur moi et de pas trop essayer de nous imbriquer en fait toutes les deux dans mes émotions à moi. Parce que je vais pas me permettre de parler des émotions de mon associé, mais en tout cas pour moi, j'ai essayé de me concentrer vraiment sur moi et j'ai pesé le pour et le contre. Donc, je suis quelqu'un d'assez organisé et de très, comment on va dire ça? Pas protocolaire, mais peut-être un petit peu scolaire, quoi. Donc, j'ai pris un papier, un crayon et j'ai fait ce que je préfère faire dans la vie, j'ai fait une liste. Et j'ai fait une liste de, OK, qu'est-ce qui va pas, les pour, les contre, où est-ce que je vais, etc., etc. Et en fait, j'ai écrit, 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 écrit. Et au bout d'un moment, à force d'écrire, déjà, ça vide ton cerveau. C'est ce que j'appelle moi le vide-cerveau, où tu prends un papier et tu couches tout ce que tu as dans la tête. Et comme ça, tu te libères un peu de la charge mentale et après, tu peux traiter les sujets un par un. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, mais je pense que à l'époque, je me suis surtout renfermée sur moi, en fait. J'ai pris un peu de distance et j'ai essayé d'analyser les choses et j'ai essayé de réfléchir à des solutions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'est la solution? Et quelle est la meilleure solution? Est-ce qu'il faut peut-être investir plus et tu vois, si on ne peut pas nous prospecter, payer des campagnes de pub ou des choses ou des personnes qui vont faire ça pour nous. Dans ce cas-là, ça veut dire investissement. Investissement que sur le moment, nous, on n'avait pas. Enfin, tu vois. Donc, j'ai essayé de réfléchir à toutes les solutions, mais je pense que mon meilleur outil, ça a été le papier et le crayon Mhm. pour gérer ça. Et après, moi, j'ai tous mes outils perso. Enfin, je fais beaucoup de méditation, je lis beaucoup et voilà, je pense que c'est principalement ce que j'ai fait. Et là où il y a eu une erreur, nous, de notre côté, enfin, en tout cas, pour moi, l'erreur, c'est que justement, à trop vouloir essayer de gérer mes émotions, ben, j'ai arrêté de communiquer avec mon associé, en fait. Comment ça? En fait, j'ai carrément, enfin, ouais, j'ai pris mes distances. On discutait du nécessaire, de ce qu'il y avait à faire, du courant, etc. Mais j'ai commencé à être moins dans le partage, à être moins ouais, dans le partage, en fait, à moins dire ce que je ressentais, à moins lui demander aussi, elle, comment elle vivait la chose et ce qui fait qu'on ne s'est pas appuyé l'une sur l'autre. Mhm. Donc, je pense que c'est un des facteurs qui a fait que après on a arrêté, en fait. C'est justement parce qu'on n'a pas su gérer émotionnellement, en tout cas, moi, de mon côté. Mhm. Je pense que, voilà, du coup, ce que tu exprimes là, c'était déjà un manque de cohésion. La cohésion était déjà en train de s'effriter. Oui. Euh, Mhm. et ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que quand on est dans un groupe, non seulement il y a la gestion de la douleur individuelle, mais il y a maintenant la gestion de la douleur du groupe. Mhm. Parce que le groupe, c'est une entité. Et généralement, c'est plus délicat parce que ça demande une certaine vulnérabilité, une certaine authenticité, chose que tout le monde ne partage pas parce que chacun a souvent ses projets, sa façon de voir. Donc, déjà que gérer ses propres émotions, c'est compliqué. Comme quand il faut encore. Mhm. Donc, voilà. Je voulais un peu revenir sur un autre truc aussi. Tu m'avais parlé du fait que justement, à un moment donné, elle avait mis en priorité d'autres projets, peut-être de son copain, et aussi, du coup, qui avait impacté votre entreprise. En fait, du coup, vous n'étiez, le projet n'était plus sa priorité, alors que vous l'avez Mhm. créé comme ça. Et le dernier point où, en fait, après après avoir arrêté l'entreprise, d'être revenu et d'avoir critiqué
pour certaines choses et tout. Comment est-ce que tu as géré ces deux événements? Parce que pour moi, c'est des événements quand même forts. C'est-à-dire, Oui. Bah, disons que sur le moment, on avait chacune normal nos vies privées à côté, etc. Et je pense que, comme je t'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où ça a moins été et où on trouvait pas les clés euh, pour savoir quoi faire et comment débloquer la situation, bah, on s'est un petit peu toutes les deux réfugiées dans nos vies perso et nos projets autres. Et il s'avère que de son côté, elle avait des projets personnels, son compagnon avait des projets aussi. Et bah, tu sais, l'euphorie du début, de la création de l'entreprise, de chercher des solutions, de réfléchir au plan comptable, tout ça. Et nous, c'est le cœur de notre métier, hein. Donc forcément, c'est attrayant, c'est motivant. Et le fait d'être à deux aussi, elle, de son côté, eh ben, je pense que c'est pas que c'était plus intéressant, mais ça l'a reboosté, je pense, de son côté. Et comme nous, on avait totalement perdu la motivation au niveau de l'entreprise, bah du coup, je pense qu'elle a là où on avait une vision différente, c'est que moi, je cherchais des solutions et pour elle, c'était déjà fini. d'accord. Et du coup, moi, j'ai eu du mal à accepter ça parce que pour moi, on ne pouvait pas abandonner avant d'avoir tout fait, quoi. Avant d'avoir tout tenté, avant d'avoir cherché toutes les options possibles et quitte à voir ce qu'on était prête à sacrifier, etc. Et moi, c'est ça que j'ai eu du mal Tu j'ai t'es eu du senti mal à trahi? réaliser. Trahi, ouais, c'est peut-être un peu fort, mais ouais, un petit peu, quoi. Un peu abandonné, quoi, si on veut, parce que, tu vois, on a lancé ce projet au moment du Covid, en fait. Enfin, on a travaillé dessus pendant le Covid et on l'a sorti, on a été immatriculé si je dis pas de bêtises, en septembre 2020 ou quelque chose comme ça. Et donc, tout le avant l'immatriculation, en fait, l'étude de marché, les études de concurrents, les prescripteurs, les machins, les trucs. Tout ça, on a fait ça pendant le confinement, donc on a bossé en fait, on a vraiment travaillé pendant presque un an sur le projet. Et en fait, pour moi, c'était pas possible de me dire qu'au bout d'un an et demi, on lâche sans avoir tout tenté, quoi. Mhm. Et donc ça, c'est mon niveau de conscience et d'émotion du moment, en fait, de cet instant-là, où en effet, je l'ai mal pris et j'ai pas réussi à gérer ça. Ce qui a accentué le fait que justement, je prenne mes distances pour le bien de ma santé mentale, on va dire. Mhm. Et le deuxième, c'était quoi, pardon? Le deuxième, c'était d'être, puisqu'elle est revenue après, te faire des critiques. Après la... Ah oui, oui. Bah ça, après, je pense que c'est plus du relationnel entre humains, en fait. On n'a pas, peut-être pas le même niveau comment je vais dire ça, de conscience de nos émotions, etc. Et comme moi, je m'étais complètement renfermée et j'ai préféré prendre mes distances, en fait, à partir du moment où la société a été fermée, j'ai coupé les ponts, en fait. Moi, ça a été radical. J'avais besoin de faire cette coupure et de réfléchir à ce que j'avais vécu, à ce qui s'était passé et pour pouvoir justement aussi en retirer tout le positif que j'en retire aujourd'hui. Parce Mhm. que pour moi, aujourd'hui, c'est pas du tout une expérience négative. Mais, voilà, donc j'ai complètement coupé pendant plusieurs mois. Et en fait, au moment où elle est revenue vers moi, ben, ce que je comprends aujourd'hui, elle m'a reproché en fait tout ça. Elle m'a reproché le fait de pas avoir communiqué, de pas avoir d'avoir coupé les ponts, d'avoir mal pris le fait qu'on ferme l'entreprise, etc. Aujourd'hui, je comprends pourquoi elle me l'a reproché, mais en fait, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi, si on veut, parce que du coup, moi, j'ai pas parlé, j'ai pas exprimé ce que j'ai ressenti et comment je l'ai vécu, donc elle ne l'a pas perçu.
mais elle m'en a pas parlé sur l'instant non plus. Enfin, voilà. Donc, c'était un truc bête de communication, voilà, de relations humaines, je pense. Mhm. Ben, OK. Ben, c'est clair que c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que ça réactive des souvenirs aussi à moi en matière de travail d'équipe. C'est Mhm. très compliqué. Je sais que j'avais eu à traverser plusieurs phases. Tu sais, l'équipe, ce qui est bien, c'est que dès que vous êtes en groupe, ça t'oblige à te dépasser. Ça t'oblige à faire un travail sur toi. Donc, Mhm. par exemple, si avant tu prenais des décisions seul sur ton projet, maintenant chaque décision doit être quelque part validée par le groupe. Donc, ça, c'est Mhm. toujours même déjà une frustration. Par exemple, tu as pensé le truc par moi-même, tu as plus d'expérience, tu as déjà été sur le terrain, donc tu vois, maintenant les gens qui vont le remettre en question. Et quand on le fait une fois, ça va, mais quand on le fait plusieurs fois et que après les égos rentrent en jeu parce que finalement, je veux pas qu'on prenne ta voix parce que juste comme ça, je veux qu'on prenne aussi ma voix. En fait, limite, la politique rentre dedans et ça commence à faire monter des émotions désagréables quand ça devient répétitif. Parce que Mhm. vous faites par exemple, une équipe, vous faites des réunions chaque semaine. Donc, quand il y a un problème qui apparaît, ben, si c'est lié à la personnalité, ça devient récurrent au point voilà, de carrément effriter la cohésion du groupe. Moi, j'ai eu des Mhm. soucis où carrément, à un moment donné, une personne dans le groupe a créé tellement d'émotions désagréables que les autres ne voulaient plus travailler. Voilà. Mhm. Et moi, je n'étais pas au courant parce que ce n'était pas une thématique où j'étais très présent, où je venais juste peut-être mensuellement, des choses comme ça. Mais il y avait beaucoup d'émotions. J'ai dit juste dans la prise de décision, c'est-à-dire, on a un problème, on raisonne et on essaye de choisir l'option la meilleure. Même par moment, cette option n'est pas forcément ce que toi tu as choisi. Donc, par ego, tu Mhm. te dis non, on va rester là. Ouais. Et surtout quand tu as un périmètre du travail, tu vois, ça devient très délicat parce que tu as quelqu'un qui a un périmètre et en même temps, cette personne ne prend pas forcément et ne voit pas ou n'a même pas assez de recul pour voir que ce n'est pas approprié. Au début, tu vas peut-être lâcher du lest pour dire c'est pas grave. Mais après, à un moment donné, chaque fois que ces choix vous mettent dans les problèmes, à un moment donné, finalement, tu dis ben, c'est notre projet à nous tous un peu plus. Et du coup, ça crée des frictions. Mhm. Donc, tu as beaucoup de sensibilité, ça explose très vite en colère, ça explose très vite par rapport à beaucoup de choses du passé. Donc, ça, c'était très compliqué à gérer. Je sais que moi, par exemple, à la fin, j'étais obligé de prendre chacun après la réunion, peut-être difficile, de je ne sais pas comment. Tu prends 1 heure pour discuter avec chaque personne parce qu'il faut évacuer, en fait. Il faut évacuer, Mhm. ou bien si tu ne le fais pas, c'est les gens qui vont t'appeler. Et après, toi-même, tu as beaucoup d'émotions parce que c'est toi qui, entre guillemets, lead le truc. Mhm. Mais tu le gères. Et moi, bon, c'était surtout le sport, beaucoup de choses comme ça, la remise en question. Et aussi, je me disais que c'est plus une occasion pour devenir meilleur. Ça t'oblige à devenir meilleur. Ça t'oblige à devenir meilleur leader. Ça t'oblige à te dire clairement. Tu vois. Ça t'oblige à avoir plus de patience, plus de tous ces trucs que tu n'avais pas, plus de recul, plus de diplomatie aussi, plus de tact. Ok, ouais. Mhm. Mais tout le monde n'a pas ça. Toi, en tout cas, moi, j'avais la responsabilité de ça, puisque c'est toi qui lis le truc. Donc, tu ne peux D'accord, ouais. pas te permettre de juste de revoir. Mais les autres, c'est pas facile. C'est clairement pas facile. Le côté émotionnel est très compliqué parce que ça te prend de l'énergie et même quand tu sors de la réunion, tu y penses et après, ça génère des Mhm. guéguerres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et surtout, si vous êtes plus nombreux, tu vois, moi, j'allais dire, c'était plus simple parce qu'on n'était que deux. Là, on était 5. Voilà, à cinq, j'imagine même pas gérer l'ego de chacun, gérer les émotions de chacun, ça devait être compliqué. 25. Et y a pas, t'as pas besoin de. T'as juste besoin d'une personne et ça peut te pourrir toute. Parce que, en Mhm. fait, quand vous commencez, vous n'avez pas beaucoup de capitaux et du coup, vous n'avez pas beaucoup de ressources non plus. Donc, quand vous répartissez les choses comme tu as expliqué là, c'est que quelque part, chacun a un périmètre et puis, voilà, c'est pas juste une histoire de flexibilité, ça compte en fait. Donc, quand il y en a un qui crée des problèmes, pas parce qu'il n'est pas compétent, mais juste dans son relationnel, par exemple, il prend le côté égo ou bien le côté, euh, je veux faire comme moi je le fais, ou bien je veux faire comme on le fait dans l'entreprise, alors que finalement, nous, on débute et du coup, il faut aller vite. Euh, c'est pas évident. Je vais te prendre un exemple concret. On développait un logiciel, tu vois. On essayait de développer un logiciel.
Et comme on essaie de développer, la priorité, c'est de voir, de tester s'il est bien reçu sur le marché. Donc, généralement, tu vas accepter dans le domaine de l'entreprise d'aller vite, quitte à faire des béquilles, donc à faire quelque chose qui n'est pas carré, parce que tu veux pouvoir apporter ça rapidement au client et qu'il te dise, OK, c'est bien, et tu recommences à voir. Mais en entreprise, ce n'est pas ce qu'on fait. Dans le monde salarié, on prend le temps de bien faire les choses, on a un cahier de charges qui est bien fait. Sauf que là, c'est différent. Donc, si tu as quelqu'un qui n'a pas cet état d'esprit, qui ne comprend pas le contexte où vous êtes et qui est perfectionniste, il ne peut pas, en fait. Pour lui, c'est difficile de lâcher quelque chose, un code qui n'est pas hyper carré, quitte à ce que vous fassiez des mots là-dessus, tu vois. Et ça crée des frustrations, ça crée des frictions. Donc, voilà, par exemple, des éléments comme ça. Je peux prendre plein d'autres. Le rapport à l'argent. Il y a des gens qui n'aiment pas investir. Quand tu leur parles d'investir, pour eux, c'est que c'est perdu, ils veulent à tout prix. Alors que tu es au début, donc tu dois forcément investir pour avoir. Il y a des gens qui n'aiment pas investir. Mais ça, justement, c'est ce que je te disais au début, quand je disais que c'est très compliqué de travailler en collaboration, en association, que ce soit à 2 ou à 5. C'est que quand tu commences ton projet, si déjà vous n'avez pas établi le rapport au risque de chacun, est-ce que vous êtes prêt à investir, que ce soit financièrement ou même justement émotionnellement, en termes de temps, en termes de don de soi, en fait. Si vous n'avez pas communiqué sur ça au bout d'un moment, c'est là que toi, par exemple, au niveau du logiciel, si tu te retrouves on te dit il faut rallonger l'investissement pour créer peut-être des extensions ou des applications supplémentaires, et les mecs sont là, ils veulent pas, vous vous retrouvez bloqué dans votre projet, quoi. Bon, même pas ça. C'est pas. Là, non, il n'y a pas de souci. Il y avait une participation de ce côté. C'est surtout que quand tu débutes, en tout cas pour mon cas, tu n'as pas forcément la même mise parce que les gens, c'est pas déjà facile de trouver des gens qui adhèrent à ton projet. Donc, quand ils adhèrent, euh, voilà, ils adhèrent aussi avec le fait que le projet, moi, j'ai toujours cette idée que le projet doit aider chacun, même si ça finit. C'est-à-dire, il faut que quelqu'un gagne quelque chose, même si ça. Et du coup, la personne est motivée, même sans une valeur financière, parce que chaque jour, peut-être, elle voit son intérêt. Peut-être, elle a l'opportunité de bosser sur un secteur qu'elle n'aura jamais l'opportunité de bosser à l'entreprise, par exemple. Elle a plus de liberté, plus de choix. Mais du coup, il y a des aspects que tu ne peux pas tester tant que le problème ne s'est pas posé. Parce que ce soit même pour moi et même pour les autres, je n'ai jamais eu tu connais pas la réalité de l'entrepreneuriat. Et encore moins, tu ne connais pas la réalité du risque. C'est quand tu es dedans que finalement, tu sais, ah ouais, ça blesse, ça fait mal. Et là, tu te découvres dans certains traits de personnalité. C'est un peu la même chose. Quand tu rentres et que tu te rends compte que oui, tu te dis le projet devait durer peut-être 1 an et que là, ça va faire 2 ans. Là, tu vas voir ton rapport à la ténacité, tu vois. Tu vois. Et c'est pas que la personne ne t'a trompé ou bien non, c'est vous pouvez avoir même vous connaissez depuis 10 ans, vous avez été à l'école ensemble, mais vous étiez dans un cadre balisé, c'était l'école, c'est pas l'entrepreneuriat. Là, vous êtes dans un cadre où chacun a du risque et du coup, il y a des traits de personnalité qui vont émerger que tu n'as jamais vu, tout simplement parce qu'il y a l'argent en jeu, il y a le risque en jeu et surtout, il y a la vie personnelle des gens en jeu. On était, comme tu disais, là, la plupart des personnes avaient un travail à côté, avaient un travail, donc du coup, on travaillait beaucoup plus la nuit et tout ça, c'était possible parce que c'était du logiciel. Mais n'empêche, les notions comme le rapport à l'argent, le rapport au risque, le rapport à l'émotion, le rapport relationnel, le rapport à même la connaissance de soi et quelque part le recul aussi par rapport à la démarche entrepreneuriale parce qu'on a tous été formés à l'école. Donc, du coup, quand on sort, les ingénieurs ont une façon de penser, les commerciaux ont une façon de penser, chacun a une façon de penser. Ils croient que c'est comme ça que ça se passe. Tu vois. Donc, un ingénieur, par exemple, aura tendance à croire que le produit est le plus important et à négliger la démarche commerciale. Un commercial aura tendance à peut-être croire que c'est que la partie commerciale qui est importante et que le produit, c'est une banalité. Non, c'est pour dire qu'on arrive tous avec des faiblesses dans notre façon de voir le monde. La démarche, j'aime bien dire la démarche entrepreneuriale parce que c'est vaste. Elle te fait réaliser les réalités du terrain, pas ce qu'il y a dans tes rêves. Donc, il y a un temps pour que ton logiciel il se reformate là, il se mette à jour. Avant même de commencer, la mise à jour, c'est ça le côté gestion des émotions, c'est ça le côté remise en question, c'est ça le côté tenace, c'est ça le côté gestion de l'incertitude. C'est ça que tu ne prévois pas en fait. On peut même te le sur un point, mais tu ne le comprendrais pas. Oui, c'est ça, c'est que chacun vient avec sa vérité
Et quand tu commences, tu ne penses pas que ta vérité, c'est pas forcément celle des autres. Et c'est à ce moment-là que c'est au moment des premiers challenges où tu te dis, ah ouais, ok, là, ça fait mal. Ouais. Et oui, c'est clairement, clairement. Euh, je sais que c'était pas, ça n'a pas été facile. J'aurai l'occasion de parler d'autres, on aura l'occasion de parler d'autres choses. Jusque-là, pour un premier interview, on va essayer de faire court. Mais je vois que la prochaine fois, j'axerai beaucoup plus sur la gestion des émotions, la santé mentale, tu vois. Mhm. C'est plus ça que je Ouais. veux faire ressortir. Mhm. Comment est-ce que les gens gèrent justement ces moments difficiles, de zoomer dessus, tu vois. Ouais. Par exemple, tu sors d'une réunion, je sais que monsieur pique beaucoup le shampoing là. Si tu sors d'une réunion, il y a eu des problèmes. Voilà, tu fais quoi concrètement? Ouais. Tu fais quoi concrètement? Ça fait un énième mois que vous n'avez pas de clients. Tu fais quoi concrètement quand, parce que quand il n'y a pas que les gens, les critiques commencent à sortir, les gens n'ont plus trop confiance. Tu fais quoi concrètement? Toi-même, tu es frustré parce que toi-même, tu fais quoi concrètement? Il y a le risque, parce Mhm. qu'en plus, tu as la pression, parce qu'à côté de ça, tu dois vivre, tu as des amis. Donc, en fait, tu as une pression sociale à côté de ça, qui est là à côté. Mhm. Voilà. Ouais, ouais, Donc, ouais. comment tu gères tout ça? Comment intérieurement tu le vis? Je sais que moi, ça m'avait beaucoup, j'ai beaucoup de choses qui ont été secouées. Ça m'a amené à travers sur beaucoup de blessures. Parce que c'est surtout ça. Mhm. Beaucoup de choses en profondeur qui remontent, que tu n'avais pas forcément prévu. Et finalement, le risque que cette situation de chaos, elle te met dans un état de submersion tellement élevé que ça t'oblige à travailler sur toi. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire. Et tu te retrouves à un moment où tu n'es même plus à réfléchir à tes problèmes au niveau de l'entreprise, mais il faut que tu gères ta tête, quoi. Parce que si tu gères pas ça, c'est pas possible après. Oui, c'est ça, c'est ça. Et je trouve que ça, on n'en parle pas suffisamment assez. C'est ça le but, justement. Mhm. On parle plus des aspects techniques, des aspects, mais en surface, alors qu'en fait, en profondeur, ça demande tellement d'énergie de gérer ces trucs. Oui, c'est ça. Surtout, Et on n'en parle pas, mais c'est surtout qu'on n'en parle pas alors que ça concerne tout le monde. oui, Ça concerne tous ceux c'est qui comme un tabou. entreprennent. Je veux dire, même si, quand tu vois que ce soit sur LinkedIn ou autre, tu vois, tous ceux qui réussissent et qui montrent, ouais, j'ai fait tant de chiffres ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais combien de jours dans la semaine t'as couru? Voilà, combien d'heures de sommeil t'as pas eu? Combien d'heures de temps avec ta famille t'as pas eu? Combien d'heures de coups de téléphone tu t'as passé avec ton comptable à te prendre la tête parce que il y avait quoi? Et tout ça, ça commence à se dénouer un petit peu, je pense. La parole commence à s'ouvrir un petit peu là-dessus. Mais c'est encore un peu timide, hein. Ok, c'est pas grave. En tout cas, on essaiera de mettre d'autres pieds à l'édifice parce que justement, on met trop l'accent sur la performance. C'est ça le C'est ça. problème. On met, Mhm. on va beaucoup plus parler des processus pour arriver à un résultat. Il faut faire ça. Mais on ne parle pas de l'envers du décor assez. Tu vois. On ne Oui. parle pas des frustrations. On ne parle pas de la gestion de la douleur, de la gestion du stress, de la gestion de l'incertitude. Pourtant, on est en plein dedans. Et surtout, le pire, c'est que on sait très bien que statistiquement, la plupart des personnes n'arrivent pas. C'est qu'il y a bien raison, en fait. Mhm. C'est pas que des Mhm. raisons financières, c'est aussi que, je veux dire, même aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui se font financer, mais elles échouent. Donc, émotionnellement, si tu ne peux pas, tu n'arrives pas. C'est aussi simple que ça. C'est bien beau de faire un business plan, de dire que tu as fait une étude de marché, tout ça, c'est joli, ça rassure. Mais quand tu vas sur le terrain, très vite, tu masses au champ. Parce que, C'est ça. oui, oui, Mm. parce que la réalité, c'est que tu te lèves le matin, tu n'as pas forcément envie de bosser, il faut que tu bosses. Après, tu dis une nouvelle que tu reçois, tu en as 9 qui sont mauvaises, il y en a une qui est bonne. Comment tu gères ça? C'est ça la réalité. Exact. Exact. Tu vois, moi, je vais te prendre un exemple concret, par exemple. Quand on a préparé notre projet, j'ai contacté le président de la Fédération des métiers du bâtiment ici sur le Pays de la Loire. Et donc, je l'ai eu en entretien téléphonique. Et il m'a dit, ouais, mais votre projet, vu que nous, on avait une appétence pour les métiers du bâtiment, donc travailler avec les artisans, etc. Et il m'a dit, mais ouais, mais votre projet, c'est super bien. Franchement, ça va intéresser les artisans. On sait enfin, la gestion administrative et comptable, c'est un vrai problème dans ces métiers-là. Et c'est une vraie question. Et à la fois par manque de compétences et à la fois par manque parfois de budget, parce que certains n'ont pas les compétences, mais ont aussi
pas les moyens de recruter, en fait. Mhm. Donc, tu vois, il nous encourage, etc. Mais à côté de ça, toi, tu vas au salon de l'habitat où tu rencontres plein d'entreprises des métiers du bâtiment. Et là, tu te prends une claque, en fait, parce que tu vas prospecter, tu présentes ton entreprise et tout, tu présentes tous les bénéfices que tu peux leur apporter, ce que tu peux, en quoi tu peux les aider, etc. Et en fait, on te dit, ouais, c'est bien, mais bon, j'ai mon comptable et tout, je sais pas si je vous ferai confiance. Ouais, c'est bien, mais bon, payer un prestataire pour une secrétaire, voilà, enfin, tu vois. Et en fait, t'étais toute contente d'aller prospecter là-bas et tout. T'avais emmené tout ton tas de petites cartes de visite, de petits flyers, de petits trucs mignons et tout. Et tu repars de là-bas, tu dis, ah ouais, ok, bon, sur 140 exposants, bon, j'ai eu 20 contacts sympas, 10 où on a pris vraiment, enfin, on a appris à se connaître sur le tas. Et en fin de compte, il y en a 5 qui ont pris ma carte, quoi. Ouais, c'est Donc, la gérer vérité. après cette frustration-là, c'est hyper compliqué. Ouais, ouais. Clairement. Parce que d'un côté, on te sauce et on te dit, ouais, c'est bien ce que tu vas faire et tout, c'est un truc de dingue, nanana. Mais on te prépare pas à te dire que, ouais, c'est bien, mais attention, faut y aller, quoi. Mhm. Oui, clairement, clairement. On aura l'occasion de revenir dessus. C'est des réalités, surtout la prospection, comme c'est dans le dur Mhm. et que c'est le nerf de Mhm. la guerre. C'est le moment où tu te mets au contact avec les autres. Et C'est ça. c'est brutal parce que, oui, ça te montre à quel point tu as encore du travail. Ça te montre, par moment même, tu as le bon truc, mais c'est pas la bonne cible, c'est pas le bon discours, c'est pas il y a tellement de variables à changer. Tu vois. Mhm. Et tous ces C'est ça. avances, c'est autant de variables qui repoussent le moment où tu auras du chiffre d'affaires. Donc, rien que par moment même, tu es dans cette démarche, tu sais que oui, il y a des indicateurs, mais il va falloir du temps pour implémenter ça. Et même là, rien que déjà là, mentalement, tu te dis, est-ce que je vais tenir? Et peut-être si toi, tu le dis que tu vas tenir, est-ce que ton associé le voit pareil? Est-ce qu'il va tenir? Il suffit que tu dises à Mhm. ton associé, dans 3 mois, il dit non, ça m'a un peu plus supporter 3 mois, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est mental, c'est-à-dire, même simplement mental de se dire que ton résultat va être décalé de 3 mois. Est-ce que c'est acceptable? Parce qu'on est, Mhm. on est programmé, on est dans le monde salarié, tu travailles pour le mois, donc la carotte, elle est ça coûte thème, tu vois. Donc, ça change tout de se dire que, premièrement, tu n'as même pas de garantie sur le fait d'avoir retard, et deuxièmement, même tu as une garantie, ça va venir plus tard. Mentalement, il faut gérer. Ça, tu rentres dans l'incertitude, tu rentres un peu dans plein de domaines où tu as l'impression de travailler pour rien. En fait, ce côté incertain-là, ça réveille chez l'homme beaucoup de failles, Mhm. beaucoup de questions. C'est là où tu vas te rendre compte que toutes tes vidéos de motivation que tu as regardées là sur YouTube, c'est bien beau, mais ça ne va pas t'aider, tu vois. Parce que là, tu es dans la réalité. C'est facile de faire une formation, de dire oui, il faut gérer, il faut prendre le risque. Oui, si tu donnes rien, voilà un peu le côté américain, il faut travailler du poids. Tous ces trucs que tu te chantes là, quand tu es dedans, c'est pas la même chose que quand tu es à l'extérieur. Mhm. Mhm. Et mon ami, plutôt mon ami, il est plus là dans l'équipe Valentin, en fait. Et il me le disait très bien. Avant, depuis qu'il a commencé le projet, il était à temps partiel et après, il est venu à temps plein. Et rien que ce chiffre de Mhm. venir à temps plein, il a vu la pression qu'il a eu tout à coup sur Ouais. les épaules. J'ai dit, ah, bienvenue Mhm. au club. Mais cette pression-là, je savais de quoi il parlait parce que j'ai vécu ça. Après, bon, j'avais appris à la moitié, mais c'est comme si Oui. tu portais une montagne, parce que tu as plein de questions sans réponse et tu dois rester concentré malgré ces questions-là. Mhm. Parce que il ne faut pas que cette question-là t'empêche d'implémenter ce qui tu dois rester zen. Alors qu'il y a plein de turbulences, tu vois. C'est même l'un des trucs les plus durs. Le plus dur, c'est pas tant avoir beaucoup de travail. Le plus dur, c'est j'ai beaucoup de questions sans réponse, il y a beaucoup d'incertitudes, mais que je dois quand même rester focalisé sur ce qui est là parce que si je ne le fais pas, ben, ça n'avance pas. Mhm. Et ça se vit. C'est pas, on ne te dit pas, ça se vit, ça se ressent. Mhm. Ouais. Et justement, par rapport à ce genre de problématique, est-ce que tu penses que ça aide d'être plusieurs? Oui, de toute façon, pour certains objectifs, tu sais, tu n'as pas le choix, il faut être en équipe, tu vois. L'équipe. Mhm. Maintenant, ça, c'est la base. C'est-à-dire que par rapport à l'achat, maintenant, je pense qu'il y a deux choses qu'on néglige souvent.
c'est que ce n'est pas parce que vous êtes en équipe que forcément l'union fait la force. Vous pouvez être en équipe et vous êtes plutôt scindé, comme tu expliquais, parce qu'il y a des fractures, il y a des guéguerres, il y a des clans, tu vois. Donc, pour moi, le moment où on met une équipe en place, elle est capitale parce que, idéalement, il faudrait que le fil conducteur soit déjà là. C'est-à-dire que si toi, peut-être, tu as une idée de projet, mieux vaudrait que tu passes un peu de temps à la développer toi-même. Parce qu'au début, c'est comme une plante. Elle a la pépinière, donc elle est fragile. Ta vision, il y a beaucoup de questions. Donc, tu la développes et après, quand tu vas aller la développer, tu auras, entre guillemets, enlevé certains doutes, certains plus, tu auras plus de clarté. Et là, maintenant, quand tu vas donc inviter les gens à te rejoindre, déjà, ils auront vu que tu as progressé, mais surtout, tu auras plus de clarté sur où tu vas aller. Et du coup, si quelqu'un met le pied dedans, ça veut dire qu'il adhère à ta vision. Il ne pourra pas dire qu'il a des illusions. Non, tu auras déjà créé un fil conducteur. Pour moi, c'est le premier élément pour qu'il y ait cohésion. Ce n'est pas juste on a un projet, on a une idée et puis on cherche. Non, c'est on a un projet, on va un peu. Et ensuite, quand on a arrivé, là maintenant, on ajoute des gens petit à petit. Ça fait maintenant comme un puzzle. Voilà. Ça, c'est de un. Et maintenant, de deux, pour l'aspect gestion de l'incertitude, je pense que l'élément le plus important, en tout cas, ce qui a marché pour nous, c'était la transparence. Ouais. C'est-à-dire que si moi, je stresse et que je me rends compte que tu le sens, tu vois, j'arrive souvent à capter, tu sens bien quand il y a un manque de motivation qui commence à s'installer, il y a des comportements un peu, on va dire, voilà, ça se voit, il y a un petit signe. C'est pas de faire l'autruche, je vais pas faire comme si tout de suite, en pleine réunion, je vais dire, bon, avant d'aborder tel point, j'aimerais qu'on parle de ça, ça, ça. Moi, en tout cas, voilà ce que je constate. Donc, je vais peut-être montrer l'exemple, inviter les gens à s'ouvrir, parce que apparemment, les gens, ils ont des choses, mais ils vont pas trop le dévoiler, parce qu'ils ne veulent pas être celui qui rajoute du découragement, ou bien celui qui va être pointé du doigt. Donc, les gens ont besoin d'être aidés, d'être rassurés, ils ont besoin qu'il y ait un cadre sain où ils savent qu'ils peuvent s'exprimer sur ce qu'ils ressentent sans qu'il y ait un retour de bâton. Voilà. Ok, ouais. Les deux là, le fil conducteur et la transparence, c'est qui? Parce que c'est dans la transparence que justement tu vois les gens s'ouvrent. Et du coup, par moment même, ça permet, après, quand vous devenez comme une famille. C'est-à-dire, quand vous devenez comme une famille, il y a les problèmes, mais vous les amortissez comme une famille. C'est-à-dire, ça ne devient plus un élément de blocage, ça devient plutôt comment on fait, d'où vient la solution. Et là, c'est magnifique. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce que nous, on n'a pas su mettre en place, en fait, au moment T où on aurait dû le mettre, on n'a pas su faire ça, en fait. Ça demande un savoir-faire. Clairement, c'est pas aussi. Moi-même, la version de bon, je n'aurais pas fait ça. Je pense qu'on a fait au moins 2 ans et demi, 3 ans avec certaines personnes dans l'équipe et pourtant, ils n'avaient pas de salaire. C'est parce qu'il y avait, une consolidation, une cohésion d'équipe. Mais ça, j'insiste bien, c'est une cohésion d'équipe dans un climat d'incertitude. Ce n'est pas la même chose qu'au travail où chacun a un salaire. Ce n'est pas la même chose. Ouais, ouais. Parce que rien que chaque raison, chaque mois, chacun peut partir. Et en plus, tu demandes aux gens de travailler sur des horaires qui ne sont pas communs. La nuit, le week-end, dans les moments où vraiment ils prennent de leur temps pour de leur loisir. Donc, vraiment, la transparence, pour moi, c'est la clé. S'il y a un souci, s'il y a un doute de souci, allez, on perce l'abcès très vite. Puis le reste vient, petit à petit, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, vous, c'est ce que vous avez fait alors? Oui, c'est ce qu'on a fait jusqu'à ce que, bon, finalement, là, c'était plus compliqué. On a laissé tomber ce projet-là l'année passée, en 2022, parce que il y a eu, disons qu'il y a eu des maillons qui ont fait qu'ils ne pouvaient plus être là. Donc, quand déjà, D'accord, dans l'équipe, tu as des maillons deux, qui commencent à quitter, ça devient compliqué, quoi. Tu vois ouais. très Ouais. voilà. Et ça encore, c'est aussi une autre frustration, en tout cas pour moi, de me dire que tu arrives à finalement convaincre les gens de venir sur un projet comme celui-là, ils travaillent des années, ils ont du temps et finalement, ils n'ont pas forcément de récompenses. C'était très frustrant pour moi. D'accord. Mais en même temps, il était de ma responsabilité de dire que bon, c'est le moment de s'arrêter. Tu vois. Même la décision de s'arrêter, ça demande du courage. Tu vois. C'est pas parce que tu veux tout dire quoi, tu veux tout dire. Non, ça demande du courage. Et du coup, il fallait que je prenne je digère déjà moi-même que je crée le cadre pour que les gens puissent s'ouvrir et dire que voilà, c'est le moment peut-être de partir, mais pas que tu forces les gens à la porte, mais aussi surtout que les gens n'aient pas l'impression que c'est un échec pour eux. Que moi, je puisse vraiment les remercier parce qu'ils ont vraiment beaucoup apporté. Comme tu es vraiment comme une famille.
Mais moi, ça m'a beaucoup blessé de pas qu'ils n'aient pas eu de récompense pour leur investissement. Que moi, je n'en ai pas, ça va. Voilà, quand tu es Oui, projet, tu as des oui, risques, des dépenses. Mais que eux, ils en aient, c'était très frustrant pour moi. Ça, c'était très difficile à gérer. Pour moi, il m'a fallu au moins 1 mois, 2 mois à gérer ça. ouais. Au-delà même du fait que le projet, que toi-même tu as investi, tu as mis ton cœur, c'est comme un bébé, un projet. Au-delà du fait, voilà, ça, rien que pour lui, Totalement, c'est difficile. Donc, totalement. bon, ça, je reviendrai là-dessus, là, bon, c'est un peu en freestyle, mais c'est beaucoup de frustration et c'est ça, en fait, finalement, qui fait l'essence. Comment tu traverses ça? Si tu as des protocoles déjà, si tu as des méthodes, tu es plus aguerri, en fait. Tu es plus prêt. Mhm, Et quand ça arrive, c'est mhm. brutal. Tu vas pas, ça, on n'a pas la prétention avec ces interviews de dire que tu vas éviter les problèmes. Non, le but n'est pas d'éviter les problèmes, non. Non, Le but, non. c'est d'amortir les problèmes et de ressortir plus vite. C'est ça, c'est ça. Et c'est surtout que même si tu as, même si tu es éduqué sur tout ça, même si tu as les outils, etc., la plupart du temps, quand ça t'arrive et quand tu es sur le fil de trucs, tu penses plus à tes outils, tes machins, tes trucs, hein. Tu es dans le jus, t'es envahi d'émotions, t'as tout à gérer en même temps. Tu penses plus à, ouais, attends, il faut que je fasse tel schéma de je sais pas quoi pour évacuer je sais pas quoi. Non, ça, c'est bien après. C'est une fois que le flux d'émotions est passé, après, tu prends tes outils, tu fais tes trucs et tu fais ton travail. Mais sur le coup, t'es obligé d'encaisser, en fait. Ce que tu dis là est tellement important parce que ça montre en fait l'importance que les comportements protocolaires soient des réflexes. C'est-à-dire que, Mhm. et c'est Oui. pas, c'est-à-dire que ça montre l'importance de travailler sur toi et d'avoir déjà les protocoles comme des automatismes en toi pour que quand Mhm. ça apparaît, tu puisses les déployer parce que tu n'auras pas la capacité de réfléchir à ce moment-là. C'est Un ça. peu comme un pompier. C'est pas le moment où le feu se présente qui va aller réfléchir sur comment tu vois, il s'entraîne, il a les protocoles et le jour où il y a le feu, il sait déjà ce qu'il doit faire, tu Ça vois. vient tout seul. Ouais, c'est ça. L'extincteur est là, voilà. C'est ça qui manque justement. Parce que Mhm. même quand on en parle aujourd'hui de ces frustrations, on en parle en surface. C'est un peu comme si chacun doit se démerder, chacun doit se trouver sa sauce. Et puis de toute façon, c'est même pas encourageant, c'est pas vendeur. Donc, on n'aime pas parler des Mhm. choses qui sont pas vendeurs. On préfère parler des choses qui font rêver, la liberté, le CA, les rêves, atteindre ses rêves, etc., etc. Oui, tous ces beaux discours-là. Oui, non, mais t'as raison. Mhm. C'est vrai, Donc, c'est vrai. j'ai un ami actuellement qui travaille beaucoup sur son leadership. Ça, c'est la réalité du terrain, tu vois. Mhm. Mais ça, c'est pas vendeur. Je dis à quelqu'un, voilà, ton leader. Parce qu'il est dedans, il connaît, il sait ce que c'est, il connaît l'impact que ça, tu vois. Oui. Et derrière le mot leadership, tu as beaucoup d'autres choses. Tu as gestion d'émotions, tu as beaucoup d'autres choses derrière tout ça. Enfin, bref. Donc, je Mhm. pense que pour une première fois, c'est déjà pas mal. On va, Ouais, on a à peu près tout abordé déjà. ouais, on va, et puis, ça me donne un peu des idées sur quelles sont les prochaines thématiques, parce qu'il y a beaucoup de choses, des thématiques comme la solitude, il y a beaucoup de frustration Mhm. quand au sol, voilà, les prises de tête, il y a vraiment, du coup, de pouvoir compartimenter ça et zoomer dessus, limite faire des thèmes, vraiment là, Mhm. Ouais. gestion de la solitude, gestion des émotions, gestion, je sais pas, mauvaise CA, mauvaise facture, voilà, tout ce qui est finance. Et puis même la vie de couple, surtout parce que, comme tu as dit, Mhm. ta vie de couple, ta vie privée n'est pas dissociée de ta vie dans, c'est pas un mode robot. Tu sors du travail, si tu as une frustration dans ton entreprise, ben, est-ce que tu dois aller le reverser sur ton conjoint à la maison et vice-versa? Tu vois? Donc, comment Mhm. tu arrives à faire la part des choses, à, à créer une isolation? C'est ça, exactement. C'est des bons sujets à venir. Ça, c'est les réalités, ça, c'est le concret. C'est pas... Mhm. Exactement. Ben, merci beaucoup, Mélina, en tout cas, pour Bah, merci à toi. et puis, on verra pour la prochaine. Oui, c'est ça. Ciao. Salut, à bientôt. On va arrêter l'enregistrement. Hop.